Merci à tous d'être venus ce soir, si nombreux, d'avoir bravé la pluie et le mauvais temps. Je suis très heureux d'être là pour ce meet-up Craft Record, cette fois-ci sur scène. C'est un meet-up où je viens depuis quelques temps déjà et c'est assez méta de faire un meet-up sur comment est-ce qu'on fait des meet-up et comment est-ce qu'on fait des talks, mais c'est un univers que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai envie de partager un peu certains de mes retours d'expérience. Aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur la partie slide et le côté un peu support physique de quand on fait une présentation. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des slides, comment est-ce qu'on en fait des biens, comment est-ce qu'on fait des slides qui servent de support au discours du speaker et qui ne distraient pas l'audience de ce que le speaker est en train de dire. C'est bon, faut laisser. Donc je me présente, je m'appelle Tim Carey, je suis aujourd'hui donc formateur de prise de parole en public, spécifiquement à destination des développeurs et développeuses. Dans une ancienne vie, j'étais développeur advocate chez Algolia, donc ça veut dire que j'allais dans différentes conférences, dans différents meet-up, pour parler de ce que faisait ma boîte, des différents produits qu'on développait. Je suis encore aujourd'hui co-organisateur, comme le disait Julien, des Human Talks, un meet-up qui a lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois à Paris et dans différentes autres villes de province, et des Tech Lunch qui a lieu à peu près tous les mois et demi, le midi, c'est en anglais. On choisit un sujet et on fait venir des gens de 3 boîtes différentes pour parler de comment est-ce qu'ils font ce sujet-là dans leur boîte. Ça peut être comment est-ce que vous faites du remote, du on-call, comment vous recrutez, quel est votre stack technique, et on a plein de personnes qui viennent montrer différents points de vue. Je me qualifie aussi de indie hacker, ça veut dire que j'essaie de faire des petits projets, moi tout seul, qui ont un scope suffisamment petit pour que je puisse le développer seul et le maintenir seul, en espérant que ça me rapporte une petite rentrée d'argent passive. Aujourd'hui il n'y en a aucun qui fonctionne, mais je continue de persévérer à en développer. Et vous pouvez me trouver sur internet sous le pseudo Pixelastic, sur Twitter et sur GitHub. Si j'explique ça, c'est pour montrer que j'ai une vision selon différents angles, pour avoir fait beaucoup de talks, pour être développeur moi-même et pour organiser des meet-ups. J'ai vu passer plein de talks et j'ai vu plein de slides. J'ai testé des trucs, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ont très bien marché, et je voudrais partager un petit peu avec vous ce qu'il faut savoir quand on fait des slides. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de faire des slides quand on fait une présentation ? Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres milieux, mais dans le milieu de la tech, comme on parle de sujets qui sont relativement complexes, c'est bien d'avoir des slides pour pouvoir expliquer de quoi on parle. Donc oui, sinon on s'endort. Si vous avez du code à montrer, si vous parlez de code, mettez du code sur les slides, ça sera beaucoup plus compréhensible que si vous essayez d'expliquer votre code. Et de la même manière, si vous avez quelque chose de visuel, si vous avez un design, affichez-le, ça sera beaucoup plus rapide de le montrer plutôt que d'expliquer à quoi ça correspond. Donc les slides, ils sont vraiment là pour aider les gens qui sont dans l'audience avec vous à rattraper, à suivre avec une autre piste de lecture ce que vous êtes en train de dire. Le speaker, ça va être la piste audio de ce qui est en train d'être transmis. Les slides, c'est la piste vidéo à côté. Mais contrairement à une vidéo normale, les deux n'ont pas besoin d'être parfaitement synchronisés. Si vous perdez le fil à un moment dans ce que je suis en train de dire, vous pouvez avoir des slides derrière qui vous rappellent là où j'en suis. Il faut savoir que quand vous faites un talk de 10 minutes, 20 minutes ou 25 minutes, les gens dans l'audience ne seront pas concentrés 100% du temps pendant 10, 15 ou 25 minutes sur ce que vous êtes en train de dire. Il peut y avoir une notification qui vient de sonner dans votre poche, quelqu'un qui sonne pour pouvoir rentrer dans la salle, le speaker qui dit quelque chose qui vous fait penser à une idée qui peut avoir un rapport avec le talk ou pas du tout, c'est peut-être vos courses que vous devez faire ou vos enfants que vous devez aller chercher à l'école. Il y a plein de petits stimuli extérieurs qui peuvent vous faire perdre le fil. Et les gens dans l'audience vont perdre le fil forcément à un moment de ce que vous êtes en train de dire. Les slides sont là pour les aider à rattraper le train en marche de « Ok, c'est de ça que la personne est en train de parler, je peux raccrocher les wagons ». La deuxième question qu'il faut enlever tout de suite, je le balaye dès le début du talk, c'est avec quoi comme outil on fait ces slides. Il y a du PowerPoint, du Keynote, il y a plein de choses. L'outil en soi n'a pas vraiment d'importance. La qualité des slides que vous allez faire n'est pas vraiment liée à l'outil. Je le dis par expérience, moi j'ai procrastiné mon premier talk pendant des mois parce que l'idée d'ouvrir PowerPoint pour faire des slides me donnait des boutons. J'ai l'habitude de travailler sous Linux, donc à l'époque, utiliser PowerPoint, ça voulait dire qu'il fallait que j'installe une VM, que je télécharge PowerPoint, que je fasse clic pour aligner différents textes à droite à gauche, et c'était diamétralement opposé de mes méthodes de travail habituelles, si bien que je l'ai repoussé au maximum. Puis un jour j'ai découvert Reveal.js,
qui est un moyen de faire des slides comme on fait un site web, avec du HTML, JavaScript, CSS. Et étant développeur front-end, c'est des technos que j'utilise tous les jours. Donc ça voulait dire que je pouvais garder mon éditeur de code et tous les raccourcis, toutes les habitudes que j'avais à l'intérieur. Je pouvais utiliser Git pour versionner mon système, je pouvais utiliser Netlify pour pouvoir le déployer. C'est-à-dire que je restais dans l'environnement de travail auquel j'étais habitué tous les jours et j'avais pas besoin de réapprendre des nouveaux outils. Ce que je veux dire par là, c'est vous embêtez pas à choisir, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Essayez de prendre l'outil qui se rapproche le plus de la manière dont vous travaillez d'habitude. Si vous avez l'habitude de faire des présentations PowerPoint, utilisez PowerPoint. Si vous êtes designer et que vous utilisez InDesign, Figma ou autre chose, continuez d'utiliser ces systèmes-là pour faire des slides parce que c'est là où vous serez le plus productif. Google Slides, c'est une très très bonne alternative, c'est disponible partout, ça fait ce qu'il faut. C'est pas extraordinaire, mais ça fait suffisamment pour faire des très bons slides. J'en ai fait pas mal dessus. Quand vous voulez faire des choses un petit peu plus évoluées, vous aurez peut-être besoin d'un autre, mais c'est le choix par défaut. Si vous ne savez pas lequel choisir, je vous conseille Google Slides. Il y en a vraiment dans tous les cas. MDX, c'est un moyen de faire des slides, transformer du Markdown en React. Vous pouvez écrire du React. Il y a des systèmes qui vous permettent de faire vos slides directement dans votre terminal ou à l'intérieur de Vim. Donc vous pouvez vraiment faire des slides avec n'importe quoi. Là n'est pas la question. Ce qui est important, en tout cas ma méthodologie quand je fais un talk, et c'est ce que j'ai appliqué pour faire ce talk ce soir, c'est tellement méta de faire un talk sur les slides, c'est je commence toujours par les 3 slides que je considère les plus importants. Les 3 slides les plus importants, c'est le premier, le deuxième et le dernier. Déjà, ça vous permet de borner un petit peu votre talk. Donc vous avez le début, vous avez la fin. Une fois que vous avez ça, il vous suffit de remplir le contenu à l'intérieur. Mais surtout, ces 3 slides suivent un certain formalisme. Et il y a des informations importantes à mettre dans chacun de ces slides. Et vous forcer à réfléchir à ces informations à ce moment-là de la préparation, ça va vous aider à plus facilement formuler le message de ce que vous voulez faire passer au sein de votre présentation. Le premier slide, c'est là où vous allez afficher votre titre. Bien sûr, quand vous allez commencer votre talk, il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas encore le titre exact de votre présentation, mais c'est pas grave, balancez un mot-clé. Moi j'avais juste écrit slide et j'ai trouvé le sous-titre plus tard au fur et à mesure que j'ai affiné le message. Ça va vous forcer déjà à réfléchir à c'est quoi vraiment le message de ma présentation. Une fois qu'il est affiché en gros ici, ce sera très pratique pour les techniciens. Quand vous allez être dans un meet-up où il y a d'autres personnes qui vont passer après vous, ou quand vous allez être dans une conférence où il y aura d'autres personnes dans la salle après vous, si vous partagez vos slides avec les techniciens à l'avance et qu'ils voient le titre sur la première page et qu'ils voient que ça correspond à celui qu'ils ont sur leur programme, ils vont pouvoir plus facilement faire les branchements sans avoir besoin de comprendre et de déduire de quoi vous êtes en train de parler. C'est aussi très pratique quand vous faites ça dans une conférence qui est multitrack, c'est-à-dire qu'il y a en parallèle des talks dans différentes salles. Ça permet à l'audience de passer la tête dans la salle, de voir « Ah oui, c'est bien ça que je voulais voir » et de s'installer. Donc, c'est pas grand-chose, c'est juste le premier, on spoil rien, on dit juste le titre et après on enchaîne. Le deuxième, c'est se présenter, c'est ce que j'ai fait. Déjà, c'est plus poli quand on commence de dire bonjour. Si vous avez un speaker, vous êtes dans la salle, vous avez un speaker qui arrive et qui se met à parler sans dire bonjour, c'est un peu mal poli et vous n'allez pas forcément vous sentir bien accueilli là où vous êtes. Si vous venez voir une conférence, si vous venez voir un meet-up, c'est parce qu'il y a un contact humain que vous ne trouvez pas quand vous allez voir des vidéos sur YouTube. Donc, remerciez les gens d'être venus. Au moins, ils savent que vous faites le talk pour eux. Et présentez-vous. Dites comment vous vous appelez, ou du moins comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle. Si vous avez un nom ou un prénom qui peut être un petit peu difficile à prononcer, ou si vous avez un nom de famille qui sonne aussi comme un prénom et on ne sait jamais lequel est le nom ou le prénom, dites-le à voix haute. Si vous faites un talk dans un pays étranger et où vous voulez vraiment expliquer comment est-ce qu'on prononce pour de vrai votre nom, dites-le. C'est aussi le moment où vous pouvez indiquer le pronom que vous préférez qu'on utilise quand on s'adresse à vous. Moi je vous ai dit que je m'appelais Tim Carey. C'est pas vrai. En vrai je m'appelle Timothée Carey Kenyon, mais c'est beaucoup trop long et personne ne m'appelle comme ça en vrai. Et j'ai trouvé que m'appeler Tim Carey, c'était beaucoup plus simple quand je faisais des talks à l'étranger, au moins les gens parviennent à s'en souvenir. Même si c'est pas vrai, vous passez le message, c'est comme ça que vous souhaitez qu'on vous appelle. Vous pouvez indiquer aussi votre photo et votre login Twitter, GitHub ou les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes connu, parce qu'il est possible que les gens vous connaissent
mais connaissent pas votre nom, connaissent pas votre visage, mais connaissent votre avatar ou connaissent votre pseudo en ligne. Donc rappelez-le, comme ça leur permettra d'avoir un deuxième moyen de se rappeler, de faire un lien comme quoi ils vous connaissent. Et enfin, expliquez pourquoi vous êtes légitime à faire le talk que vous êtes en train de faire et quel est l'angle que vous allez donner à ce talk-là. Moi, je vous ai dit que j'étais développeur advocate, organisateur de meet-up et développeur, donc ça me donne une certaine expertise et légitimité à parler de ce sujet-là parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais vous n'avez pas besoin d'être un expert d'un sujet pour pouvoir en parler. Ce soir, il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre sur scène qui vient de faire son premier talk il y a 2 semaines et qui vient sur scène pour faire un retour d'expérience de comment ça s'est passé. Et ça aurait été tout aussi intéressant que mon talk ce soir, parce que ça aurait été frais, ça aurait été plein de réactions réelles de quelqu'un qui est peut-être même dans une situation, si vous êtes speaker débutant, peut-être quelqu'un qui est plus proche de vous, parce qu'il est dans le même cas, alors que moi j'ai plus d'années d'expérience. Ce que je veux dire, c'est que les 2 talks sont tout aussi légitimes, et l'expérience ne fait pas la légitimité pour faire un talk. Par contre, c'est important d'annoncer l'angle, de le dire dès le début. Moi, je connais bien le sujet dont je vais parler, ou moi, je viens de découvrir le sujet dont je vais parler. Ça permet aux gens dans l'audience de savoir avec quel prisme il faut lire les informations que vous allez leur donner. Si je dis, moi je suis ingénieur en machine learning et je vais vous parler de CSS, c'est pas la même chose que si je dis je suis développeur front-end et je vais vous parler de CSS. Les 2 sont intéressants, mais il y en a un, c'est très éloigné de son domaine de compétence initiale, donc on va avoir une certaine lecture sur ce qu'il va dire, et l'autre c'est très proche de son domaine d'expertise, donc on va avoir une autre lecture. Et c'est bien de le dire d'emblée à l'audience, pour qu'elle sache comment assimiler les informations que vous allez lui donner. Et ensuite le dernier, on reste poli, c'est fini, vous dites merci, mais surtout avoir un slide où c'est marqué en gros merci, c'est un marqueur très clair à l'audience pour dire le talk est terminé après ce slide. Dès que le speaker a fini de parler, on va pouvoir applaudir. Si vous n'avez pas ce slide-là, vous risquez de vous retrouver dans un moment d'embarras où vous ne savez pas comment terminer votre présentation. Et vu que vous arrêtez de parler, vous vous dites les gens vont applaudir, mais comme ils applaudissent pas, vous vous remettez à parler, à ce moment-là ils se mettent à applaudir et vous vous arrêtez et personne ne sait jamais comment il faut trop finir et c'est assez embarrassant pour tout le monde à la fois. Là, vous dites que c'est fini, sans le dire, juste en affichant merci, et dès que vous avez fini de parler, les gens vont pouvoir applaudir et tout le monde sait que c'est terminé. C'est aussi le slide qui va être affiché le plus longtemps à l'écran, parce que c'est celui qui va rester derrière vous pendant toute la séance de questions-réponses. Donc s'il y a des informations importantes que vous voulez mettre, c'est là qu'il faut les mettre. Si vous voulez qu'on vous contacte par email ou par Twitter, mettez-le ici. Si vous avez un article de blog dont vous parlez dans l'article, mettez le lien. Si votre boîte recrute, mettez un bandeau comme quoi vous recrutez. C'est le slide qui a le plus de chances d'être partagé sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'à ce moment-là du talk, les gens ont le temps de prendre une photo, de la partager sans perdre le fil de ce que vous êtes en train de dire. Donc faut pas le négliger, celui-ci il est quand même très important aussi, il y a plein d'informations très importantes à mettre dessus. Donc on a le début, on a la fin, et qu'est-ce qu'on met au milieu maintenant? Ça, avant de savoir ce qu'on met au milieu, il faut déjà réfléchir à combien de slides on a besoin. Combien de slides il faut dans une présentation idéale. L'ordre de grandeur, c'est pour chaque minute de présentation, il vous faut un slide, à peu près. À plus ou moins 20%. Vous savez que si vous avez une présentation de 15 minutes mais vous avez déjà 35 slides, vous avez un problème. Vous n'allez pas réussir à tout dire. Et à l'inverse, si vous avez une présentation de 10 minutes et vous avez que 3 slides, vous allez finir beaucoup trop vite. C'est pas une science exacte, mais c'est quand même un ordre de grandeur qui donne un petit peu les bonnes pratiques pour savoir. Et à partir de là, vous allez avoir 2 contraintes pour pouvoir enlever des slides, parce que a priori vous avez plein de choses à dire, vous avez plein d'idées de choses que vous voulez dire dans votre présentation et vous risquez d'en avoir trop. Et il va falloir faire le tri de ce que vous voulez mettre dedans et de ce que vous allez garder pour potentiellement un autre talk. Il va falloir que vous enleviez des choses. À un moment, il faudra prendre la dure décision d'enlever des choses dans votre talk. Et les 2 contraintes que vous avez, que vous ne pouvez pas changer, c'est le temps. Le talk il fait 10 minutes. Il faut que vous teniez en 10 minutes parce que les organisateurs ont prévu que ça devait faire 10 minutes, il y a quelqu'un d'autre après vous, tout le planning dépend de ça, donc vous ne pouvez pas changer. Et il y a le public. Les gens qui sont dans la salle, c'est pour eux que vous faites le talk. Donc il faut que vous adaptiez votre talk, vos slides à l'audience. Si vous savez que vous faites ça dans un meet-up de débutants, vous allez peut-être pouvoir enlever les parties un peu très précises
très poussée de votre talk. Et à l'inverse, si vous faites ça pour un public plus expérimenté, vous allez pouvoir enlever les éléments qui sont plus à destination des gens qui sont en train de débuter. Donc posez-vous toujours la question de est-ce que cette information a un intérêt pour l'audience à qui je suis en train de parler. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais sujets, il y a juste des sujets qui sont adressés à la mauvaise audience. À Paris, on a de la chance, il y a des meet-ups tous les soirs, il y en a même plusieurs par soir. Donc si vous avez un sujet, il y aura forcément une audience, un meet-up ici qui sera intéressé pour que vous alliez le présenter. L'idée après, c'est de l'adapter à cette audience-là pour que ça tienne dans les temps de ce que ce meet-up demande. Il faut penser à cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, que la perfection n'est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Si vous voulez améliorer votre talk, c'est pas en rajoutant des slides que vous allez l'améliorer, c'est en enlevant, en ne gardant réellement que le principal, l'essentiel, et enlever tout le superflu. Ainsi, vous allez réussir à aller très précisément dans le cœur du message de ce que vous voulez faire passer. Et c'est ça qui est important à l'intérieur d'un talk, c'est que vous avez un message. S'il n'y avait qu'une seule chose que les gens devaient retenir de cette présentation, qu'est-ce que ce serait ? Si vous faites un talk, c'est pas juste pour le plaisir d'être sur scène et de parler pendant 25 minutes, c'est parce qu'il y a un truc important que vous voulez transmettre à d'autres personnes. Et si vous arrivez à isoler quel est réellement ce message que vous voulez faire passer, s'il ne devait retenir qu'une seule chose du talk que vous avez fait, qu'est-ce que ce serait ? Et c'est un bon moyen de trouver le titre initial. Et posez-vous toujours cette question à chaque fois que vous avez un slide. Est-ce que ce slide me permet de faire passer mon message ? Si oui, je le garde. Si non, ou je suis pas sûr, je l'enlève. Moins il y a de slides, plus ce sera clair et plus votre message sera synthétique et facile à comprendre pour les gens dans l'audience. Ça, c'est pour un petit peu tout ce qui est la théorie générale. Après, on va parler du côté plus terre-à-terre sur le slide en lui-même, le côté réellement physique du slide, les bonnes et les mauvaises pratiques en termes de slide. Je vais donner des mauvais exemples et ensuite on va les corriger. Faut savoir que ce sont des bonnes pratiques. Et comme toutes les bonnes pratiques, elles ne sont pas à appliquer dans 100% des cas. C'est dans le doute, si vous ne savez pas comment faire, suivez-les et vous allez réussir à faire quelque chose qui fonctionne bien. Mais bien sûr, il peut y avoir des cas où vous voulez vous en éloigner. Mais sachez que vous vous en éloignez, il faut que vous ayez conscience de pourquoi vous faites ça et quel est l'objectif de le faire. La première, c'est la lisibilité. Vous avez peut-être un super écran Retina++ à la maison quand vous êtes en train de faire vos slides, mais quand vous êtes dans la salle de présentation, ce ne sera pas sur un écran, ce sera sur un rétroprojecteur dont la qualité, c'est pas vous qui décidez. Ce soir, on est bien loti, il est très bien, mais il pourrait être mal cadré. Vous pourriez faire votre présentation en plein jour et il y a un reflet qui va arriver sur les slides. Donc il faut vous assurer que ça soit lisible, même dans des mauvaises conditions. Bien sûr, il y a le texte. Évitez d'écrire trop petit. Et écrivez de manière à ce que les gens qui sont au fond de la salle puissent lire et assurez-vous d'avoir un contraste suffisamment élevé. Là, du jaune sur blanc, ça marche parce que le rétroprojecteur est bon, mais dans une très très grande salle où si les gens sont loin, ça peut beaucoup moins bien marcher. Et n'hésitez pas à écrire très gros. Si vous avez de la place, profitez-en. Si vous avez du code essentiellement à écrire, prenez toute la place. Dégagez le titre, dégagez le bas, mettez du code en grand, prenez toute la place possible pour que les gens puissent lire réellement ce que vous avez et assurez-vous que le contraste soit suffisamment élevé pour que ça puisse être lisible même dans des mauvaises conditions d'éclairage. À choisir, avoir du texte blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc, ça n'a pas trop d'importance, sauf si vous savez que vous allez jouer dans une salle qui est dans l'ombre. Les d'autres conférences, par exemple, si vous y êtes déjà allé, c'est des salles qui sont assez peu éclairées. C'est un côté un peu cosy, donc il fait noir à l'intérieur. Donc évitez d'avoir des slides qui sont trop blancs parce que vous allez aveugler les gens. Prenez plutôt des slides avec un fond plutôt foncé pour que ce soit plus lisible dans ce cas-là. Sinon, faites comme vous voulez, ça n'a pas réellement d'importance. Il y a aussi ce travers qu'ont certains speakers de dire exactement ce qui est écrit sur les slides. Le problème quand ils font ça, c'est que les gens dans l'audience, comme vous êtes en train de le faire, sont en train de lire les slides qui représentent en fait exactement ce que je suis en train de dire. Mais comme vous lisez beaucoup plus vite que moi je me parle, vous arrivez à la fin de mes slides alors que je suis encore en train de parler, et là vous êtes tous en train d'attendre gentiment, j'ai fini. Mais vous vous ennuyez. Ça sert à rien. Si vous avez besoin de notes pour vous souvenir de quoi vous parlez,
prenez des notes. Prenez une feuille de papier à côté où vous avez vos notes et jetez-y un œil de temps en temps pour vous rappeler ce que vous avez à dire. Ou certains systèmes de présentation ont un mode miroir où vous, sur l'écran, vous avez vos notes pendant que les gens voient les slides. Mais ça n'apporte absolument rien pour l'audience. Elle aurait pu très bien aller lire l'article de blog plutôt que d'être présent ce soir. A l'inverse, évitez les stéréotypes d'avoir uniquement des slides qui contiennent un ou deux mots. Ça se voit beaucoup sur les TED Talks, c'est un côté très frappant, où on a des gros mots en large, mais ça peut devenir très stéréotypé. Le problème étant, si vous faites ça, c'est que quand on n'a accès que aux slides, on a perdu tout le contexte de ce que vous étiez en train de dire. Il faut que vos slides soient concis, pas trop d'informations et autoportants. Vous avez une idée par slide. Autoportant, c'est-à-dire que si les gens n'ont accès que aux slides, parce qu'ils les ont trouvés sur un lien Twitter, mais pas à la vidéo, ils devraient quand même comprendre entre 50 et 80% de votre message. Ils ne pourront pas avoir tout le message, parce que vous, sur scène, avec ce que vous dites, vous en apportez plus, mais ils devraient avoir au minimum 50% du contenu, de la suite d'idées, même s'ils n'ont pas tout le détail. Et essayez d'avoir une idée par slide. Si jamais vous avez du mal à faire votre slide parce que vous avez deux choses que vous voulez dire et vous n'arrivez pas à les faire tenir, faites 2 slides. Ça ne vous coûte pas plus cher d'avoir un deuxième slide et ce sera beaucoup plus clair pour l'audience de comprendre un petit morceau d'information suivi d'un deuxième plutôt que d'en avoir 2 sur le même slide et de ne pas être vraiment sûr duquel le speaker est en train de parler. Donc une idée par slide. Ça permet à l'audience justement de lire ça à son rythme. C'est vraiment, il faut penser ça comme un deuxième canal. Je suis en train de parler, mais il y a des choses qui sont écrites là. Vous êtes capable de m'écouter et de lire en même temps. Peut-être pas à 100% l'un et l'autre, mais vous allez pouvoir aussi visuellement marquer ce slide, apporter telle idée. Et pour les absents qui sont pas là ce soir, mais je partagerai les liens sur Twitter et sur le Meetup ensuite, si les gens veulent les voir, ils pourront quand même suivre globalement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'aime bien mettre un titre qui rappelle de quoi on parle. C'est pas indispensable, mais c'est une manière facile de permettre de suivre de quoi je suis en train de parler. Les animations. Surtout quand vous mettez des animations de petits chats mignons qui font des trucs très drôles, tout le monde a envie de les regarder et personne ne m'écoute. Surtout quand l'animation est longue et qu'ils font des trucs vraiment très drôles, vous êtes obligé de re-regarder l'animation depuis le début parce que vous avez peut-être raté un moment important. Le problème en faisant ça, c'est que voilà, personne ne vous écoute à ce moment-là. C'est vrai avec des animations de chats, mais c'est vrai aussi avec des animations... vous pouvez avoir eu une bonne idée, pensez avoir eu une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Vous avez par exemple un schéma d'architecture très compliqué, où il y a un bus d'événements qui reçoit des événements, qui les dispatche vers différents serveurs, traite des trucs de manière asynchrone et les renvoie un peu partout, et vous avez réussi à animer ça avec un petit paquet qui arrive à un endroit, qui bouge quelque part. Ça représente parfaitement votre schéma d'architecture très compliqué, mais ça a un gros défaut, c'est que vu qu'il est animé, la vitesse de lecture elle est constante, et vous forcez les gens dans l'audience à lire l'information à la vitesse à laquelle vous l'avez faite. Et peut-être que le schéma, l'animation est parfaite pour vous, c'est votre vitesse de lecture, mais tout le monde n'a pas la même vitesse de lecture. Certaines personnes vont avoir besoin de voir l'image dans son ensemble avant de se focaliser sur une petite partie. D'autres vont faire des va-et-vient entre différentes parties afin de comprendre la totalité. Si vous rajoutez une animation, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous êtes en train d'essayer de parler, de capter les gens avec ce que vous dites. Et là, vous mettez une grosse animation qui est en train de les distraire complètement de ce que vous êtes en train de dire. Donc, évitez-le, remplacez-le par des schémas statiques. Là, c'est pour les besoins de l'exemple, mais j'essaie de schématiser l'animation précédente. On a 3 petits chats qui regardent dans l'aquarium. Il y en a un qui va dedans et 2 qui se demandent ce qui se passe. Vous pouvez tous lire cette information à la vitesse que vous voulez. Et il n'y a pas de déperdition d'informations. Et surtout, ça s'exporte beaucoup mieux en PDF qu'une animation. Donc il n'y a pas de déperdition d'informations quand vous partagez vos slides pour les gens qui n'étaient pas présents ce soir. De la même manière, les animations de texte, Keynote permet de faire des trucs extraordinaires où votre écran se brise et il y a des flammes qui sortent de partout. Mais encore une fois, vous tirez une balle dans le pied. Vous essayez de capter l'attention des gens qui sont dans l'audience et à côté, vous mettez un truc qui n'arrête pas de bouger. Les animations de ce genre-là, évitez-les. C'est comme dans les animations quand vous faites une UI, il faut qu'elle soit simple, rapide et subtile. Il ne faut pas qu'elle prenne plus d'une demi-seconde.
sinon ça va trop capter l'attention. Ça peut être utile pour capter l'attention sur un élément particulier où il y a quelque chose qui apparaît à un moment, mais ça doit se faire rapidement et ça ne doit pas distraire du propos qui est en dessous. C'est pas complètement interdit, mais faites attention quand vous en faites. Et on va finir sur celle-ci. Ce qui est important quand on fait des slides et quand on fait un talk de manière générale, c'est de réussir à briser la monotonie. Si vous avez une voix monotone dans la manière dont vous êtes en train de parler, les gens vont finir par s'assoupir. De la même manière, si vous avez des slides qui ont tous le même template, à la suite, les gens ne vont pas réussir à avoir la différence entre un slide et le suivant et vont perdre le fil. Ça, c'est des exemples de slides que j'ai dans ma formation, mais j'ai fait exprès de les mettre tous ceux qui se ressemblaient à la suite. En vrai, dans ma formation, ils s'alternent plutôt de manière comme ça. On change les templates. On passe d'une grande citation en pleine page à un tableau, à du texte. Il n'y a pas une meilleure présentation qu'une autre. L'idée, c'est la règle. Faites en sorte que 2 slides qui se suivent n'aient pas le même template. Essayez de casser la monotonie autant que vous le pouvez, de manière à, quand vous changez de slide, les gens dans l'audience, même s'ils vous suivent que d'un œil, ils sont sur leur téléphone, ils voient qu'il y a un truc qui a changé, et donc vous les recaptez à ce moment-là. Bien sûr, parfois, comme toutes les bonnes pratiques, ça peut être intéressant d'avoir des slides similaires à la suite, mais c'est parce que c'est quelque chose que vous voulez faire. Vous voulez montrer des idées similaires à la suite et vous voulez mentalement que les gens voient que c'est à peu près pareil. Dans ce cas-là, faites-le. Mais la plupart du temps, essayez de vous assurer d'avoir des slides avec des templates différents. Et on va finir là-dessus. Et vous savez que ça veut dire que la présentation est terminée. Quand j'aurai fini de parler, il faudra applaudir. Mais ce soir, on a donc vu comment est-ce qu'on fait des slides, que le côté technique n'a pas réellement d'importance, pourquoi ça sert à quelque chose, quelques bonnes pratiques pour pouvoir les faire. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est vraiment du méta dans le méta dans le méta, c'est penser à votre message. Le message le plus important que vous voulez faire passer dans votre présentation, qu'est-ce que c'est? Et une fois que vous l'avez identifié, n'hésitez pas à le répéter plusieurs fois durant la présentation. N'hésitez pas à le dire avec des mots différents, à différentes reprises au sein de la présentation, jusqu'à 3 fois. Utilisez des synonymes, utilisez des périphrases, mais dites la même chose comme je suis exactement en train de le faire. Le message que vous voulez faire passer, dites-le plein de fois. Si vous le dites qu'une seule fois, les gens ne vont pas l'entendre. Si vous le dites 2 fois, les gens ne vont pas le comprendre. Et c'est seulement au bout de la 3e fois qu'ils vont se souvenir que « Ah, c'était ça que le speaker ou la speakeuse voulait que je retienne de ce talk. » Et moi, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce talk, c'est les slides doivent être là pour vous aider à faire passer votre message. Et chaque talk doit avoir un message important. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions maintenant que le talk est terminé. Merci.